Alors maintenant, vous allez me demander jusqu'ici, c'est où le problème? Je ne comprends pas le point. Le point, c'est que afin de développer des systèmes d'intelligence artificielle, on a besoin des données. Malheureusement, ces données-là ne sont pas toujours disponibles ou alors utiliser ces données-là ne respecterait pas certaines lois comme les régulations dont je vous ai parlé parce que tout simplement, ce sont des données privées. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à développer des systèmes d'intelligence artificielle assez puissants avec beaucoup plus de données parce que ça demande énormément d'informations, énormément de données, mais sans violer ces lois. Ça reste encore une question du mystère. Alors dites-moi, à quoi peut bien ressembler un sujet de recherche pour un doctorat en intelligence artificielle? Pendant 4 ans, à quoi peut bien ressembler un sujet de recherche? Donc c'est exactement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, mon sujet de recherche en doctorat en intelligence artificielle. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est El Nathan Tioko, je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle et sur la chaîne on parle d'intelligence artificielle éventuellement, de machine learning, de data scientist, mais surtout des études. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, revenons sur le sujet. Quel est mon sujet de recherche? C'est quelque chose qui me passionne. Mais avant de commencer, j'aimerais vous préciser que en doctorat, il n'y a pas exactement quelque chose de précis, ok, comme sujet de recherche. Ça n'existe pas que voici ce que tu vas travailler, ce sur quoi tu vas travailler. En général, c'est juste un projet, une idée bien précise sur laquelle on souhaite travailler, mais pas très exactement des points précis. Mais non, ce qu'il est important de signaler, c'est que il existe deux types de doctorats. Il existe des doctorats par article ou des doctorats par thèse, par dissertation. Choisir de faire un doctorat, c'est pas toujours à la fin publier des articles. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est même d'abord quoi un article. Donc, il y a tellement de points que l'on détaillera dans cette vidéo. Il n'y a pas vraiment de structure. J'espère vous présenter cela tel que cela me vient à l'esprit, pour être un peu plus naturel. Alors, revenons sur le cas principal du type de doctorat que je fais. Je fais un doctorat par article. Un doctorat par article, c'est que à la fin de ton doc, à la fin de tes 4 ans, 4 ans c'est quand même beaucoup. À la fin de tes 4 ans, on espère que tu aies publié un minimum de 3 articles. Minimum 3 articles, soit 2 au moins dans un journal. Mais non, c'est encore quoi un journal? C'est quoi un journal? C'est quoi une conférence? Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais quand on parle de journal ici, les prérequis, les requirements sont vraiment hauts. Le niveau est élevé. Ça veut dire qu'on a pris du temps pour examiner ton article. Plusieurs personnes qu'on appelle les reviewers ont pris du temps. D'autres chercheurs de partout le monde ont examiné si la méthode, le point que tu essaies de faire dans ton article est vrai et pertinent. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est quoi un article très exactement? L'article, en fait, c'est un papier qui pourrait varier de 3 pages jusqu'à 25 pages, 30 pages en fonction de la discipline dans laquelle tu te trouves. En intelligence artificielle, c'est dans une moyenne de 12 pages, vraiment en moyenne. Donc, c'est un papier qui présente quelque chose, un résultat original de ce que tu as eu à chercher pendant des mois, des années. Revenons dans mon cas. Sur quoi est-ce que je travaille très exactement? Je vous l'ai dit, je fais un doc par article ou à l'issue, je devrais publier des articles. Mais des articles à quel sujet? Revenons dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, afin de produire des algorithmes comme ChatGPT, on a besoin des données. On a besoin de comprendre ce qu'il y a dans ces données-là, mais surtout, on a besoin de collecter ces informations. Alors, ces informations ne sont pas toujours disponibles. Ce ne sont pas toujours des informations que le public veut bien partager. Aujourd'hui, ChatGPT a été, pas aujourd'hui, ChatGPT a été poursuivi en justice parce que ils ont entraîné un modèle sur des milliards d'informations de personnes partout le monde sans demander les autorisations. Vos informations, c'est votre identité. Donc, c'est quelque chose de très important. Savoir quel âge j'ai, quelle taille je fais, quelle est ma couleur de peau, ma couleur des yeux, tous ces détails-là permettent de m'identifier de façon unique au milieu de pratiquement 8 milliards de personnes que nous sommes dans le monde.
Ces informations sont très confidentielles. Pas toutes, mais très confidentielles. Alors, malheureusement, dans certains contextes, il n'y a plus possibilité de collecter des informations afin de développer des modèles d'intelligence artificielle performants. Par exemple, dans le secteur de la banque, dans le secteur bancaire ou le secteur sanitaire. On a compris que c'est enfreindre les lois que de collecter des informations des patients et développer des modèles d'intelligence artificielle. Alors, afin de lutter pour la confidentialité des données, plusieurs régulations sont nées. Les régulations comme le GDPR, General Data Protection Regulation, dont l'objectif est en fait de restreindre certaines entreprises d'utiliser des informations privées des utilisateurs, comme par exemple lorsque tu t'inscris sur WhatsApp, tu entres tes coordonnées, tu entres ton nom et tous ces détails-là. Donc, il y a des régulations qui existent pour empêcher que ces entreprises ne violent ces lois, utiliser ces informations afin de déployer dans leur modèle, d'entraîner leur modèle et de développer leur business. Quoique ce n'est pas toujours respecté, mais cela reste encore débattable. Alors maintenant, vous allez me demander jusqu'ici, c'est où le problème? Je ne comprends pas le point. Le point, c'est que afin de développer des systèmes d'intelligence artificielle, on a besoin des données. Malheureusement, ces données-là ne sont pas toujours disponibles ou alors utiliser ces données-là ne respecterait pas certaines lois comme les régulations dont je vous ai parlé parce que tout simplement ce sont des données privées. La question qui se pose c'est comment est-ce qu'on peut continuer à développer des systèmes d'intelligence artificielle assez puissants avec beaucoup plus de données parce que ça demande énormément d'informations, énormément de données, mais sans violer ces lois. Ça reste encore une question du mystère. Mais pas vraiment mystère parce que récemment, il y a eu une approche en intelligence artificielle qui consiste à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle sans collecter ces données. C'est très passionnant. Vous allez me demander comment ça se passe. J'aurais vraiment aimé vous présenter cela sur cet appareil, mais malheureusement, l'autre caméra est éteinte. Malheureusement. Donc, je vais le faire comme ça. Comment ça se passe? Alors, ce qu'on fait traditionnellement en machine learning, c'est que on écrit un programme informatique, on écrit un modèle. On collecte les données de partout, les utilisateurs de partout le monde, on fédère toutes ces données-là sur un serveur et on entraîne notre modèle sur ces données. Alors, le serveur, par exemple, peut être votre ordinateur. Et où est-ce que vous collectez les données? Ça pourrait être sur Kaggle, ça pourrait être sur ces différentes plateformes que vous utilisez en ligne pour collecter les données. Mais comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez plus désormais faire cela parce que ce sont des données confidentielles et très privées. Comment est-ce que l'on fait? Ce qu'on fait, c'est que on crée toujours le modèle, on crée le programme informatique, mais au lieu de collecter ces données-là, on envoie plutôt notre programme sous un protocole réseau. On envoie notre programme donc à ces différents utilisateurs. Ces différents utilisateurs vont entraîner leur modèle sur leurs données. Ça reste privé, ça reste chez eux. Mais nous, à la fin de cet entraînement, ce qu'on récolte, ce sont des poids. Maintenant, quand on parle de poids, ça peut prêter à confusion. La prédiction en informatique, c'est quoi? C'est un coefficient fois un attribut avec plusieurs autres coefficients fois attribut et éventuellement un certain B qui est une erreur qui nous donnera donc une prédiction. Ok? J'espère à pas embrouiller quelqu'un jusqu'ici. L'idée, c'est que les poids dont je parle, ce sont des chiffres mathématiques. Je vous ai dit que l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de mathématiques. Et là, c'est le cas particulier où au lieu de collecter les données, on veut juste savoir quels sont les chiffres mathématiques, les coefficients qui nous permettront donc de bâtir notre régression linéaire ou alors notre modèle si vous voulez. On va donc collecter ces chiffres-là, c'est ce qu'on appelle les poids en intelligence artificielle. Après avoir collecté cela, il y a plusieurs approches pour résoudre le problème qui serait par exemple que l'on agrégé sous la forme de somme. On va donc sommer tout cela et faire la moyenne de ces valeurs pour trouver un seul modèle final. Ou alors, on va choisir le modèle qui est le plus similaire à tout cet ensemble de modèles qu'on aurait collecté de partout. Jusqu'ici, j'espère que j'embrouille personne dans mes explications. Alors, après avoir effectué cette agrégation où on obtient un modèle final, on obtient ici notre modèle d'intelligence artificielle déjà entraîné. Voilà l'idée. Mais non, ce n'est pas toujours assez robuste, ce n'est pas toujours assez précis. L'accuracy, pour ceux qui comprennent,
la prédiction, la performance du modèle n'est pas toujours élevée. Du coup, on va répéter le cycle comme ça plusieurs fois, ce qu'on appelle des cycles d'apprentissage. On va répéter cela plusieurs fois jusqu'à obtenir un modèle vraiment performant. Tout ce que je viens de vous apprendre, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré. Maintenant, l'apprentissage fédéré, encore appelé Federated Learning, a également ses challenges. Jusqu'ici, je fais que vous introduire dans mon sujet. L'apprentissage fédéré a également ses challenges. Par exemple, nous sommes dans un circuit ici de communication, nous sommes dans un circuit réseau où on envoie des informations, il faut qu'ils renvoient des informations. Et dans cet envoi et réception d'informations, il y a perte d'informations, il y a des dégradations de l'information. Mais surtout, il peut y avoir des adversaires, il peut y avoir du hacking, il peut y avoir des fautes de sécurité, il peut y avoir vraiment énormément de problèmes dans ce processus de communication, mais pas seulement. Les études ont prouvé qu'il est capable que quelqu'un intercepte les poids que un utilisateur envoie à un autre et rebâtir la base de données ou les données de cette personne. Ce que l'on veut surtout éviter, parce que c'est l'idée en fait de toute cette approche. Alors, mon sujet consiste à rendre ce système-là, tout ce circuit, tout ce système que je viens de vous expliquer, robuste contre les attaques. Ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, appartient à ce circuit, au lieu de m'envoyer les poids, il change les poids. Imaginez-vous, par exemple, qu'au lieu de me dire le coefficient A, c'est par exemple 3, normalement c'est 3, ils me disent que le coefficient A, c'est 5 et que B, c'est 10. Ça va clairement influencer mon modèle final. Donc, l'idée, c'est d'être capable de détecter que, celui-ci a inséré une faute. Il a inséré ce qu'on appelle une mutation. Donc, je vais ignorer cela. Ou alors, je vais régler cela. Il y a plusieurs approches. Je vais donc au moins détecter et trouver une solution idéale pour pallier à ce problème-là. Voilà un exemple. Donc, ça, c'est l'aspect robustesse des systèmes d'intelligence artificielle. Mais cette fois-ci, en apprentissage fédéré, qui est mon sujet de recherche. Maintenant, ça c'est l'aspect robustesse. Un autre aspect qui fait partie de mes travaux, c'est l'aspect privacy. Je vous l'ai expliqué quelques minutes en arrière il est possible que quelqu'un intercepte les poids et rebâtisse la base de données. Comment est-ce qu'on peut donc éviter cela? Que quelqu'un rebâtisse la base de données. Ça veut dire qu'il y a également ici cette approche d'encryption, de protection, je ne sais pas comment ça se dit en français, de cryptage, voilà, des données qu'il faut vraiment tenir en compte. Ce seront pas les data, ce seront les poids dont je vous ai parlé. On va donc encrypter ces poids-là. Ça fait intervenir de la cybersécurité. Vous me voyez parler avec beaucoup de souris, c'est juste que je suis passionné de cela. Donc, ici, ça fait intervenir la cybersécurité où on va encrypter avec plusieurs approches d'encryptage. Par exemple, un des plus connus, c'est ce qu'on appelle differential privacy, la confidentialité différentielle. Voilà. C'est beaucoup de mathématiques, je l'avoue, où on veut insérer des noises, des bruits dans les poids que l'on collectera. Donc, on veut insérer des bruits, mais on ne veut pas non plus que la personne qui est normalement censée recevoir cela confonde la vraie valeur ou alors la valeur bruitée. C'est juste au cas où quelqu'un intercepterait cela, on ne veut pas que ce soit utile pour lui. Donc ça entre dans l'aspect, dans le deuxième point, aspect privacy des systèmes d'intelligence artificielle. Jusqu'ici, faisons le point. J'ai parlé de robustesse contre des fautes, des mutations dans le code. J'ai parlé de sécurité au cas où quelqu'un intercepterait les choses. J'ai parlé également de privacy, de confidentialité. Comment se rassurer que c'est vraiment confidentiel et que personne ne peut ressortir des informations dans ce protocole, dans tout ce système. Maintenant, il y a un autre secteur, il y a un autre aspect qui m'intéresse énormément. C'est l'aspect éthique. C'est quoi l'éthique de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'éthique implique? C'est beaucoup de philosophie dans cette approche-là. Comment est-ce qu'on peut parler d'éthique en intelligence artificielle lorsque le simple Google Traduction dit que docteur est plus associé à l'homme qu'à la femme? Comment est-ce qu'on peut parler d'éthique en intelligence artificielle lorsque
l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou tous ces systèmes-là approchent la femme d'un point de vue différent de l'homme sur certains métiers. J'ai parlé de docteur. Si vous comprenez ces intelligences artificielles, une femme ne peut pas être astronaute. Si vous regardez encore bien plus profond, ce qui est plus choquant, c'est qu'il y a certaines positions qui ne sont pas faites pour les noirs, les personnes de couleur. D'ailleurs, il y a cette grande chercheuse qui a effectué des tests sur des logiciels de détection de visage où les noirs n'étaient pas détectés. Encore moins les femmes noires. Vous comprenez donc que c'est un gros problème que l'on essaie de résoudre dans ce monde d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de philosophie dans ce secteur-là que l'on essaie clairement de résoudre. Donc, cela fait partie également, en complément de ce que je vous ai présenté, de mes intérêts. La question, c'est est-ce qu'en 4 ans, on peut résoudre ces problèmes? L'idée, c'est pas toujours de résoudre les problèmes, c'est juste d'apporter sa contribution. C'est donc ce que je fais en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal. J'espère donc avoir aidé quelqu'un. Pas vraiment aidé, j'espère avoir informé quelqu'un sur les choses qui existent, des problèmes concrets en intelligence artificielle et comment est-ce que je le fais, comment est-ce que je le résous. Donc voilà, c'est principalement ce que je voulais partager avec vous. Fais-moi part dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de sujet. Pour moi, c'est assez excitant. J'espère que ça va me garder excité comme ça pendant 4 ans. Et faites-moi part dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Et on pourrait donc continuer la conversation. Si vous êtes intéressé, si vous travaillez dans ces différents secteurs-là, je réponds toujours aux commentaires, ça c'est sûr. Laissez-moi savoir et contactez avec moi sur LinkedIn. Donc avant de partir, je vais vous laisser quelque part ici en haut une série de vidéos autour de comment débuter en intelligence artificielle. Dans ces vidéos, je ne vous présente pas le code de l'intelligence, le code de la programmation. C'est plus pour les newbies, ceux-là qui débutent. L'idée, c'est de comprendre même d'abord ce que c'est l'intelligence artificielle. C'est quoi la différence entre l'informatique et l'intelligence artificielle? Ou alors la data science? Quelle est la différence entre tous ces différents termes-là? Donc, c'est toute une playlist que je vous ai créée afin d'informer des jeunes. À côté de cela, j'espère faire des vidéos de programmation où je vais vous présenter un problème que l'on pourra résoudre avec l'intelligence artificielle ou avec le machine learning, comme que vous l'entendez, tel que les Québécois le disent. Donc, j'espère avoir été assez informatif dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, El Nathan Tiokou, c'est mon nom. On parle d'intelligence artificielle, de data science, de machine learning. Donc, tu veux certainement t'abonner et surtout activer la cloche de notification si tu es intéressé par ces différentes thématiques. Je te retrouve dans ces vidéos que je t'ai présentées. D'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace. Goodbye.